Comment savoir si les pleurs de son bébé sont normaux ou s'ils cachent autre chose? À quel moment s'inquiéter et écouter son instinct? Aujourd'hui, dans Pédiatime, on accueille Julie, maman de 2 enfants, mais aussi fondatrice d'Amstouille, une plateforme d'accompagnement autour de l'alimentation des tout-petits. Si elle a créé ce projet, c'est parce qu'elle a connu, elle aussi, une période de doute, d'errance, de fatigue et d'impuissance face aux pleurs incessants de son bébé. 2 semaines à chercher, à tester, à espérer, jusqu'au jour où un mot a été posé, APLV, l'allergie aux protéines de lait de vache. Un diagnostic fréquent est pourtant encore méconnu. Comment vit-on avec cette allergie au quotidien et comment accompagner un enfant qui grandit avec des restrictions alimentaires? Julie nous partage son expérience, mais aussi celle de son 2e enfant, concerné également par cette allergie. Un épisode essentiel pour toutes les familles qui cherchent des réponses, du réconfort et surtout à ne plus se sentir seules face à la PLV. Bonjour Julie. Bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir sur mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de ta vie de maman et la naissance et les premiers mois de vie de Paolo, ton enfant. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors du coup, je suis Julie, je suis maman de 2 enfants, donc Paolo et Joey, et je suis docteur en nutrition et j'ai créé une activité pour accompagner les familles dans l'alimentation des bébés. Et ça fait combien de temps? J'ai créé l'activité en 2020. Et on est vraiment actifs depuis 2021, depuis 2021 à peu près. Et du coup, alors raconte-moi un petit peu le parcours, déjà la grossesse, puis l'accouchement, et puis un petit peu les événements qui sont arrivés au fur et à mesure pour Paolo. Ouais, alors c'était un parcours PMA, donc un peu difficile. Finalement, ça a été assez rapide une fois rentrée dans le parcours PMA, mais du coup, une grossesse stressante parce que j'avais peur de perdre mon bébé. Puis il y a eu le tritest qui n'était pas génial. Enfin bon, globalement, ça a été assez stressant jusqu'au milieu de la grossesse. J'ai eu un petit moment sympa et puis après, la fin de la grossesse a été difficile. J'étais très fatiguée, j'avais des vertiges, c'est un peu compliqué et ça s'est terminé avec un accouchement aussi compliqué que tout le reste, qui a fini en césarienne d'urgence. Et du coup, pendant la grossesse, t'avais des maux, des vomissements dès le début? Pas trop, non, c'était plus au niveau psychologique que j'étais pas bien, mais après, physiquement, ça allait globalement, à part que j'étais très, très fatiguée, quoi. Et les échographies, elles étaient normales en anténatal? Tout était normal en écho, c'est juste le tritest qui était pas bon. Et finalement, j'ai fait une biopsie de trophoblaste qui n'a rien révélé. Donc après, on a réussi à se détendre, mais ça a été très long pour avoir la biopsie avec les résultats et tout, quoi. Oui, mais c'était fait plutôt donc, au premier trimestre, Oui. assez précoce, Oui. puisque c'était une biopsie de trophoblaste. Oui. Et après, les résultats, c'est toujours au moins 2 semaines. Oui, mais nous, ça a traîné parce que ça poussait pas, il y avait un truc. Donc ça a duré au moins 3 semaines et ça a été très long. Puis ils n'avaient pas tous les résultats, donc ça a été compliqué, quoi. Et du coup, tu étais à l'époque donc, avec ton mari, et donc il était là en soutien pendant toute cette période? Oui, tout à fait. Après, je pense comme beaucoup de papas, ils sont un peu en retrait, surtout avant même que l'enfant arrive. Ils ne comprennent pas ce que nous, on vit réellement. Donc, ce n'est pas forcément évident pour eux d'aider réellement à ce niveau-là, quoi. Et tu avais décidé donc d'accoucher dans un hôpital universitaire ou à côté de chez toi? C'était une clinique à côté de chez moi. Enfin, ici, on a 2 cliniques à Montpellier. Et donc, c'était une des 2 cliniques là où était mon gynéco, quoi. D'accord. Et donc, une césarienne en urgence, pour quelle raison? Le col ne s'ouvrait pas. Enfin, ça s'ouvrait, mais ça stagnait longtemps. Et au bout de 24 heures, ils ont décidé d'arrêter. Et j'étais pas bien, j'avais de la fièvre, c'était difficile. Et il y avait un retentissement fœtal. Donc, du coup, ils l'ont sorti par césarienne, quoi. Et c'était, du coup, le terme était un peu en avance, hein, il est né... genre 1 semaine avant. D'accord, donc un tout petit peu. Oui. Et donc, est-ce que tu avais fait une préparation justement à l'accouchement? Et aussi, est-ce que tu t'étais préparée à l'après, un petit peu à tous les maux de bébé qui pouvaient arriver? Alors, j'avais fait une préparation à l'accouchement. J'étais plutôt stressée pour l'accouchement, mais pour le après, j'étais pas stressée. C'était assez instinctif. Vraiment, je me suis pas posé beaucoup de questions pour le après. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de stresser au moment où on m'a dit il est dehors. Donc vraiment, ça a été la délivrance direct. pour toi. Oui. Et du coup, tu savais un petit peu alors, s'occuper d'un bébé, on apprend au fur et à mesure, mais voilà, est-ce que tu imaginais un petit peu le reflux, les coliques? Est-ce que tu avais des notions de tout ça ou tu t'es dit on va voir sur place je me suis dit on va voir. Après, à la maternité, c'était chouette. On est resté 5 jours et vraiment tous les jours, on nous aidait et tout. Donc ça, je n'avais pas de soucis. J'étais pas stressée par rapport à ça et globalement, les 5 jours se sont bien passés. C'est après que ça a été compliqué en sortie de maternité parce que du coup, l'allaitement n'était pas bien lancé. J'ai pas eu d'accompagnement, je l'ai demandé mais il n'y en a pas eu. Et du coup, je me suis retrouvée chez moi avec un allaitement qui ne fonctionnait pas, donc une prise de poids qui n'était pas bonne. Donc rapidement, on a introduit le lait infantile de vache.
Et ça n'a pas été du tout instauré à la maternité? En fait, à la maternité, c'était compliqué. J'avais l'impression qu'en fait, il prenait pas le sein correctement. Plusieurs fois, on est venu me voir, on m'a dit que c'était tout bon. Donc, en fait, tu sais pas, t'es maman, voilà, pour la première fois. Donc, j'ai continué. Et puis, en fait, la prise de poids était pas géniale. Donc, déjà, il y a eu quelques compléments en maternité. Mais globalement, je suis sortie avec mes compléments et mon tire-lait. Et voilà, il faut se débrouiller, quoi. Donc, la sage-femme est passée. La tétée d'accueil ou pas? J'avais fait la tétée d'accueil, mais longtemps après. En fait, il est né à 19h et je pense que ça a dû 23h quand on était en chambre, quoi. Bah oui, parce que du coup, t'étais en salle de réveil si t'as eu une césarienne. En fait, j'étais dans une petite salle, c'était pas une salle de réveil, mais une petite salle. Et quand ils l'ont amenée, en fait, j'étais nauséeuse, donc j'étais vraiment pas bien. Donc ils me l'ont posée sur moi, j'avais envie de vomir, donc on a arrêté. Et du coup, quand j'ai demandé moi la tétée d'accueil, il y avait personne. Enfin, c'était compliqué. J'étais fatiguée, je dormais à moitié. Et du coup, après, on est monté en chambre. Et quand en gros, j'ai émergé vraiment, il était 23h, 23h, et j'ai quelqu'un qui est venu pour la faire. Mais du coup, c'était pas vraiment une tétée d'accueil. Enfin, oui, c'était une post-accueil de 2-3 heures. C'était un peu tard. Et du coup, il n'avait pas du tout mangé pendant cette période-là? Il n'avait pas du tout mangé, donc ça a été compliqué parce qu'en fait, il n'arrivait pas à prendre le sein. Du coup, il commençait vraiment à avoir faim, je pense, à pleurer beaucoup. Ah oui. Et donc, dès la première nuit, la fameuse nuit de Java qui arrive normalement la deuxième, nous, on l'a eu dès la première. Puis en plus, il fallait le garder tout le temps contre moi parce qu'il il descendait en température. Donc, c'était pas très confortable, mais j'étais un peu... Moi, j'étais un peu à l'ouest et j'étais pas stressée en fait sur ça. C'est après que j'ai pris conscience qu'en fait ça n'avait jamais démarré pour de vrai et que l'allaitement n'était pas lancé une fois à la maison. Et du coup, t'es sortie de la maternité au bout de 4-5 jours, c'est ça? 5 jours, ouais. Et du coup, il avait repris son poids de naissance ou pas encore? Tout juste. Il avait repris son poids de naissance tout juste et la sage-femme m'avait dit je passe demain, peut-être quelque chose comme ça. Et dès le lendemain, elle m'a dit c'est pas génial en fait. Ouais. Donc du coup, je tirais mon lait. Mais ça n'avait pas été lancé correctement. Dès le début, du coup, on t'avait conseillé. Je tirais en plus des tétés, mais en fait, il prenait pas bien le sein, j'arrivais pas à tirer correctement. Donc, on a rajouté du lait assez rapidement et en montant les quantités assez rapidement. Et comme je ne connaissais pas d'alternative au biberon, ça n'a pas aidé sur la suite. Donc, très rapidement, il a été il n'y avait plus d'allaitement, quoi. D'accord. Donc, l'allaitement, au bout de quoi? 10 jours à peu près? Ouais, en fait. Globalement, j'ai continué pendant 1 mois, mais c'était même pas un biberon par jour, quoi. D'accord. Oui, parce que tout ça, c'était en fait en tir-allaitement, au final. Du coup, à la fin, c'était que du tir-allaitement et c'était un biberon par jour, mais peut-être même pas entier, et tout le reste était en lait infantile, quoi. Et comment c'était au niveau du retour de la maternité, donc la place du papa, justement, par rapport au biberon? Est-ce qu'il donnait un petit peu en complément? Pas du tout. En fait, oui, on était tous les deux, on donnait tous les deux. J'essayais un peu le sein, un peu le biberon. Donc là, les 2 premières semaines ont été simples, je dirais, puisqu'il y avait papa à la maison, justement. Oui, le congé après, qui durait 15 jours. C'est ça. Et donc, quand papa est reparti au travail, là, c'est là que ça a commencé à être difficile, en plus, avec bébé. Puisqu'il avait du reflux, il pleurait tout le temps et il voulait plus prendre le bib. Donc en fait, je me suis retrouvée vraiment du jour au lendemain et toute seule avec un enfant qui ne voulait plus prendre le biberon, qui pleurait en permanence et que je pouvais pas poser pour dormir, faire une pause, rien en fait. Donc et lui, il dormait compliqué. Ou pas le bébé? Non, en fait, il dormait un peu la nuit, mais il fallait l'avoir sur soi. Et puis en position un peu assise, donc c'était pas pratique du tout. Et donc là, la fatigue a été très vite là. Je pense que j'ai très vite pris rendez-vous. Je pense que j'ai pas attendu le 1er mois pour le pédiatre. Ouais, pour le rendez-vous, je l'avais avancé. Normalement, de toute façon, le premier rendez-vous, c'est entre J8 et J15 de vie. Donc, tu as dû voir le pédiatre, je pense, à peu près dans ces eaux-là. Peut-être, mais à ce moment-là, ça devait pas être... il devait pas y avoir trop de problèmes. Après, je sais que j'ai eu un rendez-vous 1 mois à peu près, en disant que je ne m'en sortais pas et que c'était trop difficile. On m'a demandé de continuer à prendre mon bébé à la verticale, tout ça. On m'avait prescrit du Gaviscon. Du gel de polysylane aussi. Exactement. Mais elle m'avait déjà dit, la pédiatre, dans le cabinet, le gel de polysylane, ça sert pas à grand chose, c'est du sucre, ça va l'aider à se calmer. Aujourd'hui, les preuves sont très limitées quand même sur l'efficacité du gel de polysylane, même du Gaviscon. Et est-ce que il dormait donc pas très bien? Et est-ce qu'il avait des coliques aussi? Est-ce que tu arrivais à faire un peu la différence entre les reflux, le colique? Est-ce qu'il se tortillait? Le transit, il était bien? En fait, globalement, il y avait des petits temps d'éveil où ça allait. Et après, il pleurait non-stop parce qu'il n'arrivait pas à s'endormir. Et il se réveillait tout le temps au bout de 40 minutes, 40-45 minutes, jour et nuit.
Donc la sieste était finie au bout de 45 minutes. Et si on allait arriver jusque-là, Ouais. et la nuit, c'était toutes les 45 minutes, il fallait le rendormir. Mais moi, j'avais un gros stress, c'est qu'il fallait arriver à lui donner suffisamment de lait sur 24 heures, sauf qu'on n'y arrivait pas. En fait, il n'en prenait pas assez parce que tout simplement, ça lui faisait mal. Donc, il était toujours à tirer en arrière, à pleurer, à Il avait quoi s'arrêter. comme donc les signes cliniques qu'il avait, c'était est-ce qu'il mâchonnait un petit peu aussi ou pas tant que Pas ça? trop. En fait, il commençait le bib et au bout de 30 ml, il s'arrêtait, il hurlait, il se mettait en Il se arrière, il cambrait en fermait la arrière. bouche et on pouvait plus rien mettre. Donc, en fait, on était partagés entre forcer un peu pour qu'il prenne du lait et le laisser tranquille, mais il avait faim tout le temps. Donc, en fait, j'alternais entre un bébé qui a faim et un bébé qui vient de manger 30 ml, qui est repu pour 2 minutes, mais qui n'est pas bien et qui n'arrive pas à prendre la suite. Donc, et en fait, on a galéré comme ça jusqu'aux 4 mois, globalement. Et donc, en fait, tu as vu le pédiatre à 1 mois. Oui, et puis après, toutes les semaines. Et en fait, c'est donc toutes les semaines. Et à chaque fois, donc, c'était les mêmes symptômes. Ouais. Donc, à part le Gaviscon, gel de polyxylane, il n'y avait pas de... Alors, c'est vrai qu'à une époque, on mettait très vite les bébés sous Inexium. Ouais, alors nous, on a d'abord eu IPP. les changements de lait. On a d'abord testé 4-5 laits différents. Elle nous a dit de changer les tétines aussi, parce que peut-être c'était les tétines qui n'allaient pas. Donc j'ai dû essayer toutes les tétines de la pharmacie à cette époque-là. On a même fait différentes pharmacies. Je me souviens que ma mère était venue m'aider quelques jours et elle avait passé la journée à aller chercher des tétines dans les pharmacies. Et on a essayé différentes boîtes de lait. C'était tout le temps pareil. Mais en fait, c'était tout le temps du lait de vache oui. ou du lait de chèvre. En fait, c'était Tout le temps soit du du lait de lait vache. AR, soit Transit Exactement. Plus, soit Exactement. Geste. À chaque fois, on me disait c'est celui-là, il est top, et c'est celui-là, il est top. Bon, au bout de 4-5 laits, j'ai compris que ça n'allait pas aller. Donc je suis retournée chez le médecin et je me souviens que cette fois-là, j'avais pleuré chez le médecin vraiment en disant, en fait, il faut quelque chose. Et donc là, elle m'avait prescrit de l'Inexium. À ce moment-là, on a vu du mieux. Donc là, il avait 4 rapidement. mois à peu près. Un peu moins, je crois. Peut-être 3 mois, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que si on peut traiter la conséquence de l'ésophagite, mais il faut quand même trouver la cause. Disons que il y a eu du mieux, mais je voyais bien que ça ne réglait pas vraiment le truc. En plus, c'était difficile de lui donner une Inexium, il ne le voulait pas. Enfin, tout était compliqué et moi, j'étais vraiment fatiguée et épuisée. Donc, à ce moment-là, on avait déjà vu plusieurs médecins parce qu'en fait, comme c'était souvent le week-end qu'on y allait, en fait, on avait les médecins de garde. Ou les remplaçants. Donc, il y avait un système avant où chaque week-end, ça a changé d'endroit. Donc, on en a vu plein et j'avais tout le temps les mêmes conseils. Donc, à un moment donné, je me suis dit que je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc, j'ai fait mes recherches par moi-même en fait sur internet pour essayer de comprendre ce qu'il n'y avait pas autre chose à creuser et pour avoir une autre idée en fait parce que pour moi ça convenait pas quoi. Et est-ce que du coup dans tes recherches sur internet il y a à la fois tout et n'importe quoi. Ouais. Il y a des choses très bien aussi, ça dépend, il faut savoir chercher. Donc je pense que ton diplôme en docteur en nutrition t'a permis de bien... Je suis tout de suite allée sur PubMed et avec les termes en anglais et je suis très vite tombée en fait sur des articles intéressants sur le reflux et surtout sur l'allergie aux protéines de lait de vache. Et tout de suite, je me suis dit, ça peut coller. Et du coup, comme c'était une allergie potentielle, j'ai pris rendez-vous avec un médecin, un pédiatre allergologue. Directement. Okay. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, il y en avait un qui venait de s'installer là et qui était dispo assez rapidement. Et il n'y avait pas besoin d'ordonnance, rien. Enfin, c'était finalement facile. Et lui, je pense qu'on était aux 4 mois à peu près à ce moment-là. Et lui, tout de suite, m'a dit, ce que vous décrivez, ça correspond. Ça pourrait être ça. Donc, on fait une éviction et on voit ce que ça donne. Et donc là, j'étais partie sur un lait infantile de riz. Oui, directement. Parce qu'il y a aussi des laits en fait, qui sont sans protéines de lait de vache, qui sont des hydrolysats soit partiels, soit poussés, ou soit justement juste les acides aminés. Mais voilà, le choix, il est fait. Et sachant que aussi les hydrolysats, ils sont remboursés, contrairement au lait de riz. Mais les effets secondaires, selon les enfants, peuvent être différents au niveau du transit, des diarrhées, des constipations. Donc après, il faut aussi retrouver le bon lait. Mais au moins, a priori, il faut enlever déjà les protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, parce que ça, c'est c'est important de dire, parce qu'il y a des médecins ou d'autres personnes, par exemple des pharmaciens ou des sages-femmes, qui conseillent pas le lait de vache, mais le lait de chèvre. Mais en fait, c'est des réactions croisées. Donc, c'est vrai que on remplace pas, on redonne quelque chose qui est aussi pas très bon pour l'enfant, puisqu'il peut être allergique en fait aux protéines de ces deux Mais en animaux. fait, je pense que c'est lui qui m'avait conseillé une marque en particulier, les riz ce jour-là, et du coup je suis allée à la pharmacie, ça y était, et donc on a pris ça et ça a été tout de suite très bien. En combien de temps tu as vu une amélioration? Alors en 2-3 jours déjà, on avait un bébé qui prenait son biberon avec plaisir, donc ça change tout. Donc je me suis dit que c'était la bonne décision, quoi qu'il en soit, voilà.
Et puis, on va dire qu'on a gardé du reflux jusqu'à ses 9-10 mois, hein, facile, parce que c'était bien installé. On a gardé l'Inexium jusqu'à ses 9-10 mois, parce qu'à chaque fois qu'on essayait de l'enlever, ça n'allait pas. Et donc, pour l'Inexium, tu essayais de faire des diminutions de dose tous les mois ou comment tu faisais pour essayer d'arrêter ? En fait, à chaque rendez-vous, il me disait on réessaie de diminuer. Donc, on était à 10 mg. Je me souviens très bien, tu vois, qu'on était à 10. Oui, c'est 2 mg kilo au début. Voilà, et après, ça m'a marqué. Oui, je sais qu'on était passé de 5 à 10. Puis après, effectivement, on avait diminué. Mais à chaque fois qu'on diminuait, on se retrouvait de nouveau avec un enfant qui n'était pas bien, qui avait du mal à s'alimenter. Donc, à chaque fois, on remettait. Et puis, mais bon, globalement, on avait quand même un enfant qui allait beaucoup mieux. Et on a aussi, à ce moment, comme du coup, il avait plus de 4 mois, on a fait des bouillies avec son lait, pour épaissir. Et là, c'était encore mieux parce qu'on n'avait pas... En fait, il avait vraiment assimilé que le biberon était quelque chose de pas bien pour lui, je pense. Ah oui, il a fait des schémas dans sa c'était tête. compliqué de donner le biberon, même si le lait était mieux. Et donc, très rapidement, on est passé à 100% bouilli. On n'avait plus du tout de biberon. Et du coup, là, on a vraiment retrouvé notre enfant de la naissance. Ça a vraiment été flagrant, en fait, un enfant qui était plus joyeux. Enfin, on sentait qu'il était bien. Il n'était pas bien pendant vraiment 4 mois, du coup, plus un petit peu après, le temps que ça aille mieux. Oui, tout à fait. Il était, en fait, même renfermé un peu sur grognon lui-même. Tout le temps. Il faisait la tête, oui, il devait être grincheux, en fait. Ouais, exactement. Et en fait, si tu veux, je ne m'en souvenais pas parce que finalement, pendant 2 semaines, il était nickel. C'était un bébé qui était hyper éveillé, en plus à la naissance et tout. Et après, globalement, on est rentré un peu dans ce schéma qui était négatif tout le temps. Et puis nous aussi, on n'était pas bien et négatif, donc ça n'arrange rien. Je me souviens le nombre de fois où j'ai pleuré en donnant le biberon. Enfin bon, c'était pas joyeux, quoi. Mais à partir du moment où on a commencé du coup l'alimentation, où il prenait le lait avec la cuillère, très rapidement, il attrapait même la cuillère, il la mettait tout seul à la bouche, il était content de manger. Et là, ça a vraiment switché et on est tous... ça a vraiment... On s'est dit, c'est derrière nous, quoi. Donc, il restait ce reflux quand même, on l'entendait, que ça remontait parfois et tout, mais rien à voir avec le début. Et surtout, on s'est dit, en fait, on a retrouvé notre enfant du début, il était comme ça et on l'a retrouvé comme ça, quoi. Et est-ce qu'il avait beaucoup de reflux avec vraiment des rejets qui sortaient ou c'était plutôt du reflux interne ? Alors, au début, oui. Au début, ça sortait en jet les premiers jours, quand ça a commencé. Mais après, du coup, il ne buvait plus, donc ça ne sortait plus. Oui, parce qu'il n'y avait pas assez pour voilà, que il n'y avait ça sorte. pas assez. Et on faisait des prises de 30 ml toutes les heures. En fractionné, finalement. Très, très fractionné. Et il prenait par rapport à la prise de poids, parce qu'on se rend compte que si le bébé il prend moins de 500, 600 ml, en fait, il prend pas de poids en quand fait, même. j'avais ce chiffre-là et je me débrouillais tous les jours pour arriver à ce chiffre-là. Donc, je forçais tous les jours. À la seringue aussi, par exemple ? Non, on a toujours fait que au biberon au début, mais vraiment tout le temps. En fait, je passais ma journée à faire ça, quoi, à lui donner 30 ml, 30 ml, 30 ml, 30 ml. Et j'avais l'impression de forcer mon bébé. Je culpabilisais énormément dessus, mais en fait, j'avais pas d'autre solution. Je savais qu'il fallait qu'il grossisse. Et donc, globalement, il n'y a jamais eu de problème de prise de poids. D'accord. Et est-ce que au niveau du transit, quand il a été mis sous laiderie, est-ce que son transit s'est modifié dans un sens ou dans l'autre ? En fait, il avait un transit très rapide, très liquide. Et au laiderie, ça s'est, on va dire... c'était mieux. C'est resté très rapide, même jusqu'à beaucoup plus tard, 4-5 ans, mais par rapport à d'autres enfants. Mais en fait, c'était mieux quand même. On voyait que c'était mieux, quoi. Et il n'avait pas de gaz ou de colique. Il était quand même... Ça, je pense pas, non. Non. Donc, le laiderie était plutôt... Et vous, du coup, vous êtes restés sur ce lait-là. On est resté au laiderie jusqu'au 1 an à peu près, Et donc, est-ce que déjà dans la famille, il y avait tout ce qui était un terrain atopique, des allergies ou de l'asthme ou de l'eczéma ? Ou est-ce que lui aussi, il avait des plaques d'eczéma, parce que c'est un des symptômes ? Alors lui, il avait ni eczéma ni asthme. Moi, je suis asthmatique, mais je n'avais pas fait le lien avant ce moment-là, mais c'est le pédiatre justement qui me l'avait dit. Et en fait, on a découvert à ce moment-là que son papa était aussi allergique aux protéines de lait de vache. Et en fait, on a découvert on savait qu'il n'était pas bien régulièrement, et on savait que c'était après les restos, après les soirées, tout ça, mais on ne faisait pas le lien avec Parce qu'en fait, il y a du lait partout. Exactement. En fait. Mais il y en avait beaucoup plus au resto qu'à la maison, en fait. C'est vrai, oui. Et du coup, on s'est rendu compte à ce moment-là que peut-être, il y en avait un des deux qui l'était, et tout de suite, on s'est dit, mais en fait, c'est ça. Et donc, le papa a enlevé le lait de vache aussi, et du coup, c'était beaucoup mieux. Il va bien. Oui. Comme quoi, donc, il n'avait pas, pour le coup, comme c'est des allergies qui sont souvent donc pas IgE médiées, souvent, en fait, il n'y a pas de signe, en fait, il n'y a pas le choc anaphylactique avec une gêne respiratoire, des vomissements importants. Et donc, on peut avoir quand même comme symptôme un peu sous-jacent, c'est donc des plaques d'eczéma. Et du coup, lui, il n'avait pas du tout ça. Non, vraiment pas. Parce que c'était peut-être très précoce, il n'avait peut-être pas eu le temps. Il a toujours eu une peau qui était bien. Contrairement à son frère qui, lui, avait des plaques d'eczéma. Vraiment, Paolo, j'ai jamais vu de plaques d'eczéma. Il a une peau plutôt saine. Ouais, plutôt. Ouais. Et après,
comme en même temps, à 4 mois, il a été switché, peut-être qu'il n'a pas eu le temps non plus de développer cette partie atopique. Et la diversification, du coup, en dehors des bouillies que vous avez fait assez rapidement, comment ça s'est passé, à partir de quel âge, quel a été le processus? Du coup, on a commencé à 4 mois. En fait, on a commencé à 4 mois pour les bouillies et très rapidement, du coup, il était content de manger et nous, on était contents d'avoir un enfant qui était content de manger. Donc, on a enchaîné très vite, donc des purées, légumes, fruits. Et puis, très rapidement, vers 6 mois, il a plus voulu de purée. Il voulait attraper, faire tout seul. Donc, en fait, on a laissé... ça s'est mis toute seule sur les finger food vraiment assez facilement. Donc, et de des manière morceaux qu'il arrivait à attraper, en fait, très mous, écrasables entre deux doigts. Ouais. Il a réussi à manger, en fait, avec vous. Rapidement. Au moins les fruits et les légumes au début. Et c'est vraiment allé très, très vite. Il était vraiment... c'était hyper facile avec lui. Et du coup, très rapidement, il s'est mis à manger comme nous, des pâtes. Enfin, vraiment, plus ou moins les mêmes repas adaptés, mais plus ou moins les mêmes repas. Et du coup, toujours avec, en complément, parce qu'on rappelle quand même que le lait, c'est l'aliment principal jusqu'à 1 an. Ouais. Et du coup, il a quand même gardé donc, son lait sans protéines de lait de vache, donc lait de riz, jusqu'à ses 1 an. Jusqu'à 1 an, ouais. On avait 500 ml tous les jours. Je crois qu'à la fin, on faisait 3 bouillies, en fait, matin, goûter, soir. Et on a gardé ça jusqu'au 1 an. Et au 1 an, le pédiatre allergo nous a dit on peut tenter une réintroduction du lait de vache. Donc, de mémoire, on avait testé le début du protocole et tout de suite, ça n'allait pas. Donc, on avait vous n'avez pas fait une prise de sang avant ou des prick tests? À l'époque, on ne faisait pas trop ça. Et donc, on n'a rien fait, juste on a retesté à la maison. Je crois que la première fois qu'on avait testé, c'était un morceau de fromage et c'était un peu essayé, quoi. Ah oui, donc c'était pas du tout, parce qu'il y a des protocoles assez carrés quand même quand il y a des allergies qui peuvent... Donc déjà, normalement, en théorie, on réintroduit au bout d'1 mois pour voir si c'est vraiment ça. On n'a pas fait ça. Mais je l'aurais pas fait, honnêtement. C'est pas facile. Voilà, c'est très difficile pour les familles, des fois, d'accepter ça, parce qu'on se dit, si mon enfant va repas bien immédiatement, ça va être compliqué. Ça dépend aussi de la gravité et s'il y a eu 4 mois d'errance ou s'il y a que 3 semaines, on teste pendant 1 mois. Voilà, donc ça dépend de l'histoire de l'enfant. En tout cas, c'est vrai qu'avant de réintroduire, quand il y a des allergies qui semblent assez sévères comme ça, on essaye de faire quand même une prise de sang pour au moins éliminer tout ce qui est choc, allergies IgE-médiées qui peuvent entraîner des chocs importants, des chocs anaphylactiques en tout cas, ou au moins des œdèmes. Et ensuite, on fait des protocoles où on commence par le lait cuit, par petite quantité, puis de plus en plus, puis le lait cru, évidemment pasteurisé, mais non cuit, et progressivement. Alors que vous n'avez pas eu du tout de protocole là-dessus? Non, pour lui, non. On a fait le fromage. Un morceau de fromage, un morceau de comté, et le lendemain, vomi toute la nuit. Enfin bon, tout de suite, on a vu que ça n'allait pas. D'accord. Donc, on a décidé à ce moment-là d'arrêter. Il avait 1 an? Ouais, il avait 1 an à peu près. On a décidé de ne pas réintroduire le lait de vache et de tester chèvre. Et en fait, en donnant du fromage de chèvre, c'est passé. Donc, donc le pédiatre a dit on va tenter le chèvre, parce que si vous arrivez à réintroduire chèvre, on pourra passer sur un lait infantile de chèvre qui sera mieux toléré au niveau du goût, parce qu'il commençait à ne plus vouloir son lait de riz. Ah bon, d'accord, parce que souvent quand on commence tôt, quand même, les bébés ils gardent bien. Non, ça a commencé à être difficile, quoi. On faisait des bouillies avec du fruit et tout, mais même comme ça, on voyait que c'était difficile, il en avait marre. Donc on a introduit chèvre avec du fromage, après on a fait des yaourts et ça marchait bien, il tolérait bien, nickel. Donc on s'est dit on va tester le lait de chèvre comme ça, et là de nouveau pas bien, mais ça ressemblait plutôt à une intolérance au lactose à ce moment-là, parce qu'en fait il n'avait pas de symptômes comme avant, mais par contre le transit très accéléré, liquide, pas bien. Et du coup à ce moment-là on s'est dit qu'il y avait peut-être les deux, donc le pédiatre m'a dit on reste sur les yaourts, mais il faut trouver une solution pour le lait infantile. Et donc j'ai fait des yaourts de lait infantile de chèvre avec du lait de croissance de chèvre. En fait je faisais moi-même les yaourts, comme ça on avait le lait infantile mais sous forme de yaourt sans lactose. Et on est resté comme ça jusqu'aux 2 ans. Et donc ça, nickel. Il a très bien pris. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que comme en fait entre 1 et 2 ans, les enfants ils commencent un peu à piquer des gâteaux, des autres, etc. Est-ce qu'il y a déjà eu, alors pas des accidents, mais est-ce que du coup, comment ça s'est passé si malheureusement il arrivait à prendre un gâteau avec du lait cuit? Est-ce que du lait de vache cuit, ça passait ou pas du tout? Alors, tout petit, il n'y a pas eu d'accident. En fait, globalement, il n'y avait pas d'accident. Tout le monde a fait attention. Et comme en plus, le papa ne mangeait plus de lait de vache, il n'y en avait plus à la maison, en fait. Donc, c'était assez facile. Et puis, on n'a pas eu trop d'anniversaires, de choses comme ça. Et il n'était pas gardé en crèche? Il était gardé en crèche, mais il avait un PAI. Et du coup, il avait nos repas, mes repas, en fait, que je faisais. Donc, il n'y avait vraiment pas de lait. Il n'y a jamais eu d'accident. Là, c'était une petite crèche. Elles ont vraiment fait attention. Puis, il y en avait 2 qui étaient pareils. Donc, c'était très contrôlé. On nous a jamais dit qu'il y avait d'accident, quoi.
Plus tard, oui. Quand on a commencé à voyager, il avait plutôt 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi. Là, il y a eu des accidents. Et les fois où il a mangé un peu de lait, même dans un pain qui était un peu brioché, par exemple un sandwich, après, toute la nuit, il vomissait toute la nuit. Donc lui, ses symptômes, du coup, qui n'étaient plus le reflux, en fait, c'était vomissement et du coup, trouble du transit aussi. Ouais, transit et vomi. Pas de plaque d'eczéma, pas de gêne respiratoire, rien du tout. D'accord. Non. Et du coup, on a retenté la réintroduction du lait de vache plus tard, vers 2 ans. Et à chaque fois qu'on réintroduisait, même sous forme de fromage, ça n'allait pas. Mais en forçant et petit à petit, on a réussi à réintroduire un peu de fromage de vache. Donc même aujourd'hui, tous les jours, il peut consommer un petit peu de fromage de vache. Parce qu'aujourd'hui, il a 7 ans quand même. Il a 8 ans. Et tous les jours, il a un morceau de fromage de vache. Pour garder la tolérance. Et pour éviter qu'il y ait un accident grave si un jour, justement, il mange du lait de vache. Et du coup, par contre, tout ce qui est lait dans les gâteaux, ça marche pas du tout. Et il a pas parce qu'il y a des enfants qui sont constipés. Et lui, il n'a pas de signe de constipation. Non, lui, c'est plutôt ça a accéléré le transit et vomi. Et du coup, aujourd'hui, il mange un peu de fromage de vache. Et après, il peut consommer, par contre, n'importe quel autre fromage. Donc, brebis, chèvre, ça passe nickel. Et il a tous les jours un yaourt brebis, ça passe bien. Okay. Chèvre, il n'en veut plus, mais je ne sais pas si c'est... il n'en veut plus, lui, en termes de goût. Peut-être marre. Donc, voilà. Il en a eu tout. Donc, ça, il n'en mange pas. Et voilà, donc on n'est jamais monté parce que régulièrement, il y a des accidents, même encore. Alors, pour le coup, quand ils sont plus grands, c'est plus difficile parce qu'à l'école, il y a souvent des anniversaires ou des choses. Et déjà, même encore l'année dernière, il y a eu des loupés. Et du coup, dès qu'il mange un bout de gâteau où il y a du beurre ou du lait dedans, il vomit dans la nuit qui suit, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a partout parce que je me rappelle d'une petite glace qui est arrivée un jour où il y avait des Smarties. Et en fait, chocolat au lait. Et au final, par exemple... t'avais demandé une glace sans... Enfin, t'avais précisé qu'il n'y avait pas de lait, donc t'avais pris un sorbet, fait. Et en fait, finalement, il y avait... la dame, elle avait rajouté des Smarties avec du lait. Enfin, voilà. Oui, il y en a partout. Et en fait, les gens n'y pensent pas forcément, en plus, parce que tu vois, même l'année dernière, il y a un anniversaire... En fait, la maîtresse l'avait dit en début d'année, la réunion parents-prof. Donc, tout le monde était au courant. Elle avait dit, si vous voulez faire un gâteau sans lait et que vous pouvez le faire, et que c'est facile pour vous, faites-le. Comme ça, Paolo pourra aussi en manger. Sinon, maman lui fera quelque chose. Et il y a une fois où la maîtresse m'a dit il n'y a pas de lait et tout dans le gâteau qu'il a mangé. Lui aussi, la maman avait dit pas de lait. Mais en fait, il y avait du lait dans le chocolat pâtissier qu'ils avaient pris. Ils ne s'étaient pas dit que dans le chocolat, il pouvait y avoir du lait. Donc, tu vois, il y a toujours des petites erreurs comme ça. Il a été malade, du coup ? Il a été malade, ouais. Ah oui. Donc, on le voit tout de suite la nuit qui suit. Donc, moi, j'ai dit qu'est-ce que tu as mangé la veille ? L'anniversaire de machin. Ah, d'accord, bon, on va demander à la maîtresse. La maman m'a dit que non, mais on redemande à la maman. Ah oui, en fait, il y avait du lait dans le chocolat. Voilà. Oui, c'est souvent comme ça. Partout, et dans les restos, régulièrement... on dit sans lait, oui, sans lait. Et puis, en fait, il y a du lait. Donc, après, quand on repose la question, ah oui, en fait, il y avait un peu de beurre là et c'est oublié. Oui, en fait, pour eux, le lait, ils parlent soit de la crème fraîche, soit du lait classique en bouteille. Même quand on précise, honnêtement, il y a beaucoup de fois où je dis sans lait, sans beurre, sans crème, sans protéines de lait de vache, sans lactose. Tu vois, j'essaye de dire, il faut vérifier sur les étiquettes. On nous dit, oui, mais c'est un sorbet. Est-ce que vous pouvez relire sur l'étiquette ? Ah, il y a du lait. Bon, en fait, tu peux pas le manger. C'est assez fréquent, quoi. Ouais. Et du coup, maintenant, comment lui, aujourd'hui, au quotidien, parce qu'il a 8 ans, il commence à bien grandir, comment il accepte, en fait, cette allergie ? Alors, à la maison, il n'y a pas de problème, parce que du coup, on n'en mange pas. Et puis, j'essaye de ne pas manger. Enfin, pour le coup, je suis la seule à la maison à pouvoir en manger. Tu tolères bien. Donc, je n'en mange pas. Au resto, ça m'arrive, mais en tout cas, à la maison, il n'y a pas de lait de vache, donc ni yaourt, ni autre. Il n'y a que du fromage que tout le monde tolère. Mais quand on sort, c'est un peu embêtant au restaurant et tout. Alors, il y a des phases où ça l'embête plus que d'autres. Il y a des phases où il dit ça m'est égal, tant que j'ai un dessert, un truc, ça va. Puis, il y a des phases où on voit que c'est lourd. Après, il y a eu des petits moments à l'école où il y a eu des moqueries. Donc, forcément, ça a un peu... Voilà. Mais ça dépend. Et globalement, en grandissant, il l'accepte de mieux en mieux et il voit qu'on peut cuisiner autrement. Donc, ça ne le stresse pas en tout cas. Mais des fois, ça le met un peu à part sur les anniversaires, tout ça, quoi. Oui. Mais bon, c'est vrai que l'entourage proche est quand même au courant. Oui, à l'entourage proche, il n'y a jamais de problème. Si quelqu'un amène quelque chose, c'est sans lait. Donc ça, il n'y a jamais de souci. Et du coup, tout le monde mange sans lait. Il n'y a vraiment même pas d'exception. En fait, à table, il n'y a personne qui mange du lait devant lui. En fait. Bien sûr. Mais les seuls trucs, c'est à l'école pour les anniversaires ou quand il va chez un copain pour un anniversaire. Mais maintenant, en fait, tout le temps, je propose de il apprend, lui, en fait. Il apprend. Et puis moi, je propose toujours de faire un gâteau. Donc souvent, il y a 2 gâteaux sur la table et les enfants mangent un peu des deux. Lui, il sait qu'il peut manger celui-ci. Oui.
Donc, globalement, en s'arrangeant avec les mamans, les papas, à chaque fois, ça va. Mais voilà, après, il y aura forcément des moments où ce sera plus ou moins difficile. Après, on lui a expliqué que y a des enfants qui ont des lunettes, il y a des enfants qui ont des allergies, il y a des enfants qui sont en fauteuil roulant. Chacun a sa difficulté. Donc, il l'accepte, mais il y a des fois où c'est frustrant pour lui, oui. Et du coup, il doit apprendre, parce que c'est vrai qu'on se rend compte un peu dans le quotidien que les adultes, ils pourraient être gentils, ils proposent, je sais pas, un chocobon ou un Smarties, justement. Et en fait, l'enfant, il peut être tenté. Donc maintenant, lui, il est un peu au courant de tous les petits bonbons au chocolat, au lait. En tout cas, alors, tu peux pas manger. Il connaît pas trop pour le coup, parce qu'en plus, comme il en a jamais eu, il les connaît pas. Mais en fait, quand on lui propose, jusqu'à l'année dernière, il demandait est-ce qu'il y a du lait, mais au copain qui a 7 ans. Non, il n'y a pas de lait. Du coup, il mangeait et après, il était pas bien. Donc, on lui a répété plusieurs fois que quand c'était pas un adulte qui lisait l'étiquette, et même quand c'est un adulte qui lit l'étiquette, il valait mieux que lui, il vérifie aussi avec l'adulte. Donc, il sait ce qu'il peut regarder. Donc, alors, cette année, ça marche bien, il a compris. Il ne mange pas si ça ne sort pas d'un paquet où il y a une étiquette et où il peut lire et vérifier lui-même. Sinon, et même des fois, on lui dit non, je te promets, il n'y en a pas. Maman, elle a regardé sur le paquet. Maintenant, il sait, il dit non. Il vérifie, double vérification, voilà. Ça c'est hyper. Maintenant qu'il sait lire. Ça simplifie. Ouais. Et est-ce que, du coup, son frère est aussi allergique donc vous avez remarqué ça en fait tout de suite, vous l'avez mis sans PLV alors, à la son naissance. Frère, pour le coup, a été allaité exclusivement. D'accord. Et toi, sans PLV? Et moi, sans PLV en amont, en fait. J'avais posé la question au pédiatre, est-ce que je fais une éviction ou pas avant? Vu l'historique et tout, il m'a dit, il y a de fortes chances que le petit soit allergique aussi. Il m'a dit, vous faites comme vous voulez, on n'a pas de recours officiel sur le sujet. C'est pas clair. Hein. Voilà, il m'a dit, vous faites comme vous voulez. Donc, tout de suite, j'ai dit, je préfère faire une éviction. Ça me coûtait rien, en fait, parce qu'on n'en mangeait déjà pas à la maison, vraiment. Donc, ça me coûtait juste au resto de faire attention. Oui. Donc, je me suis dit, je fais l'éviction et je introduirai pendant la diversification tranquillement, puisque j'avais vraiment un projet d'allaitement là qui était calé pour le coup. Et du coup, l'allaitement a super bien démarré. Il y a eu quelques compléments en maternité, mais j'avais amené mon lait infantile de riz. Oui. Il a fallu négocier à peu près une demi-journée pour que j'ai le droit de le donner, parce qu'il ne connaissait pas. Ouais. Ce qui est plus en fait, ce que quand même on va répéter, c'est aujourd'hui, ça a changé. En fait, les recommandations, c'est si, en dehors des histoires familiales, si la maman en fait souhaite allaiter, et si on introduit un biberon à la maternité, en fait on introduit un biberon sans PLV, en espérant qu'il y en a dans les stocks des maters, parce qu'il y en a pas partout, ce qui permet en fait, si c'est juste transitoire pour une question de poids, parce que souvent c'est ça le problème, et ça permet en fait de pas entraîner justement une potentielle seconde allergie aux protéines de lait de vache. Et si ça a été le cas, maintenant le protocole c'est de donner en fait pour la tolérance 10 millilitres, de continuer à donner 10 ml de lait de vache, de lait infantile de lait de vache, pour garder la tolérance en fait. Donc maintenant c'est des nouveaux protocoles pour limiter justement les allergies secondaires en fait induites par la bottle de maternité comme ils appellent ça. Pour son frère, il n'y avait pas ça encore. Enfin, en tout cas, pas dans notre maternité. C'est récent, ça a 1 an, là. Ouais, voilà. Donc, il a 5 ans, donc ça y était pas. Mais moi, je le savais et le pédiatre me l'avait dit. Donc, il devait y avoir déjà des études sur le sujet parce que le pédiatre m'avait dit, il ne faut pas de complément de lait de vache, sinon il faudra le garder et tout. C'était pas protocolisé. Oui, voilà. C'est ça. Et du coup, il m'avait même dit, vous arrivez avec votre boîte et vous insistez bien. Donc, c'est marqué dans le projet de naissance et tout. Mais en fait, au moment où il a fallu complémenter, on m'a amené les petites nourettes, là. Et j'ai dit non, en fait, j'ai mon lait de riz. Et la pédiatre de garde, ce jour-là, a dit non, c'est ça ou rien. Et en fait, j'ai dit, non, en fait, je ne donnerai pas autre chose. Donc, je tirais mon lait pour qu'il y ait du complément. Mais ça ne suffisait pas pour la prise de poids. Donc, il ne nous laissait pas sortir. Il a vraiment fallu que je négocie pendant une demi-journée pour de vrai. Il a fallu que j'explique mon métier, que j'étais au courant, tout ça, pour qu'elle l'accepte. Puis les antécédents de son frère aussi. Et puis mais ça, elle ne m'écoutait pas, en fait. Ouais. Donc, il a fallu à un moment donné que je lui dise, en fait, vous pouvez appeler mon médecin qui m'a conseillé lui-même, en fait, de faire ça. Donc, ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé le médecin, ils ont appelé la pharmacie qui a confirmé que c'était un lait qui existait et qui était correct, qui était vraiment un lait infantile. Et donc, j'ai pu donner ça. Et donc, il en a eu un petit peu sur la première semaine. Et après, donc, l'allaitement a roulé jusqu'à la diversification sans besoin de complémenter. Donc, on a introduit à la diversification. Et est-ce que toi, parce qu'en fait, on oublie aussi parfois les mamans, c'est parce que du coup, tu as une restriction, donc tu n'as plus de protéines de lait de vache. En fait, tu peux avoir quand même des carences en calcium, en vitamine D. Est-ce que du coup, tu as été supplémentée ou pas ?
Alors, au début, oui, parce que c'était trop compliqué pour moi d'avoir des alternatives. Je ne les connaissais pas encore bien, tout ça. Puis justement, le petit n'avait que 2 ans et demi, donc on n'était pas encore sur les vraies sources de calcium. Donc au début, je me suis supplémentée avec un complément calcium, magnésium, vitamine D. Et après, plus tard, comme du coup, ça collait, le grain avait 3 ans, donc il fallait commencer à introduire. Et en fait, on a vu qu'on pouvait manger des laitages végétaux enrichis en calcium, qu'il y avait aussi des laits végétaux enrichis en calcium. Et donc après, j'ai arrêté la complémentation, mais j'avais tous les jours mes sources de calcium suffisantes dans la journée. Et puis de mémoire, je mangeais chèvre et brebis et ça passait bien. D'accord. Voilà. Après, il y a eu des petits accidents. En fait, dans les 6 premiers mois, il y a une fois où j'ai croqué dans une crêpe en sachant qu'il y avait du lait. C'était pas vraiment un accident, mais j'avais très envie. Faut se faire plaisir. Voilà, j'avais très envie. Je l'ai fait. En plus, je me souviens que j'ai enlevé le Nutella à l'intérieur en me disant le Nutella, c'est sûr, il y a vraiment beaucoup de lait. Donc, j'avais vraiment un croc. Je l'ai regretté tout de suite parce que le petit, lui, il a été constipé pendant 3-4 jours derrière et puis vraiment pas bien, à pas dormir, tout ça, alors que c'est un enfant qui dormait très bien. Il y a eu ça et un autre accident en resto que j'avais pas prévu pour le coup. Et pareil, même symptôme. Donc, on a su tout de suite que ça allait être comme son frère. Donc, mais lui, c'est marrant, le symptôme de constipation. Ouais, c'est pas du tout les mêmes. Comme quoi, en fait, la constipation, aujourd'hui, encore auprès des médecins, c'est pas, c'est pas forcément du tout, ça fait pas l'unanimité, mais c'est un vrai symptôme d'allergie aux protéines de lait de vache. Là, c'était flagrant, en fait, parce que du coup, bébé allaité, j'avais des selles liquides régulières, et puis vraiment, la constipation, selle dure et sèche, enfin, un bébé très différent. Puis là où je le voyais beaucoup, c'était sur le sommeil, parce que c'est un enfant qui dormait dès le début presque toute la nuit, nickel. Donc, en fait, on avait un bébé qui se réveillait toutes les heures, donc c'était flagrant. Donc, tout de suite, dans le carnet de santé, on s'était mis d'accord sur ce qu'on allait faire. On a essayé d'introduire quand même en diversification, en direct. Oui. On a vu que ça marchait pas, et donc lui, on a réessayé à 1 an. À 1 an, ça ne marchait pas. Même le chèvre, ça passait pas du tout pour lui, alors que moi, j'en consommais. Mais bon, la quantité était sûrement bien moins importante. C'est ça. Et on a pu réintroduire pour lui qu'à 18 mois un petit peu. Donc même alors là, j'ai fait comme son frère, pour le coup, même si j'avais vu les protocoles avec le lait cuit à ce moment-là. Mais on a fait comme son frère, un peu de fromage. Et finalement, aujourd'hui, il mange les mêmes quantités. Il mange pareil, en fait. Et s'il mange plus, lui, Joey, quand il mange plus de fromage, alors ça fait un moment qu'on l'a pas fait, mais il y a un moment donné, notamment sur une raclette, où il avait poussé un peu, il était pas bien constipé et il mange pas bien derrière. Pendant 2-3 jours, comme s'il était nauséeux. Après, ils sont petits, c'est difficile de... Oui. Ils disent pas j'ai mal au ventre, mais juste il mangeait pas, en fait. D'accord. Il était barbouillé, en fait. Ouais, je pense barbouillé, peut-être nauséeux, donc il voulait pas manger et constipé. Lui, il a jamais vomi pour ça, donc c'est encore plus difficile de voir les symptômes, mais après on le sent, et puis de lui-même il veut plus du coup. Et il a pas fait de prise de sang lui non plus. Si, on a fait une prise de sang, mais plus tard, parce qu'on avait vu un gastropédiatre pour son frère qui, même à 4 ans, avait un transit assez accéléré, même si on gérait l'allergie. Donc, il avait quand même eu plusieurs examens à faire pour vérifier qu'il n'y avait pas un souci. Maladie, et du coup, il nous avait prescrit pour son frère aussi. Et les deux sont non-IgE médiés. D'accord. Oui, donc d'ailleurs, leurs symptômes évoquent que c'est non-IgE médié, mais c'est vrai qu'avant la réintroduction, c'est un peu plus safe de faire ça. En tout cas, aujourd'hui, les protocoles sont assez clairs que soit on remet au bout d'1 mois pour tester, s'il n'y a pas eu évidemment de signe d'allergie IgE médiée, et sinon, après, au bout de... Entre 9 et 12 mois. En fait, on est parti là-dedans. Oui, on n'introduit pas trop, a priori, le lait de vache dans la diversification, mais on fait la prise de sang avant de réintroduire pour voir. Et puis après, il y a quand même... Parce que là, tu as 2 enfants qui ont quand même des allergies qui sont persistantes, mais il faut quand même le dire, c'est qu'il y a des enfants, en fait, après l'âge d'1 an, n'ont plus d'allergie, et carrément résolutifs à partir de 3 ans. Ouais. Après, je remarque quand même, tu vois, que du coup, 12-18 mois, il y a eu un cap où on a pu réintroduire un peu. Après, rapidement, on a bloqué, et au moindre écart, c'était vraiment pas bien. Alors que maintenant, plus tard, tu vois, du coup, passé 6 ans, quand il y a un écart, ça se voit. Ils sont pas bien, mais je vais avoir juste un vomi, tu vois, ou un enfant qui dit je suis pas bien, j'ai mal au ventre. En fait. Ça s'atténue. On voit quand même, en fait, qu'il y a comme quand même un petit peu une tolérance qui se met en place, mais je vois qu'on est loin d'une alimentation, tu vois, de cantine, par exemple. Pas possible. Ils ont leur PAI à la cantine, quoi. Et du coup, ils n'ont pas du tout... c'est pas IgE médié, mais d'autres allergies, en tout cas IgE médié,
noix de cajou, fruits à coque, etc. Rien, parce que pour le coup, on a été suivi par le pédiatre allergologue à partir des 4 mois du premier. Et donc, dès le début, il nous a dit, vous introduisez tout. Et donc, justement, pour le deuxième, à 4 mois et 1 jour, je lui donnais l'amande et la cacahuète au doigt, en fait. Oui. Alors qu'il n'était pas du tout prêt pour la diversification, mais on l'a fait pour, justement, qu'il n'y ait pas de risque. Parce que lui, pour le coup, il était atopique avec des eczémas et tout. Donc, on s'est dit que possiblement, il y aurait plus de risques. Ça aurait pu être plus important. Il n'y a jamais eu. Les seules fois où il a eu l'eczéma, c'est quand... Lui, il est constipé avec de l'eczéma quand il a D'accord. Ils ont vraiment ils ont la même maladie, entre guillemets, mais en fait, pas du tout les mêmes symptômes. Tout à fait. Et du coup, Joey, lui, c'est par rapport à Paolo, c'est facile ou pas sa vie de tous les jours parce qu'il est plus petit, il a 5 ans. Il est plus petit, mais il est plus léger dans son approche de la... Enfin, au niveau social et tout, c'est plus léger. Lui, il dit, oh ben oui, je peux pas manger ça. Il passe à autre chose très vite. Plus facilement que son frère, qui est plus sensible. Et tu vois, son frère, s'il y a quelqu'un qui se moque, il va rester dessus pendant un moment. Voilà. Non, Joey, il y aura des phases. Là, au début de l'année, il y a eu 2 anniversaires d'affilée en classe où il y avait du lait de vache. Et il m'a dit quand même, la maîtresse, elle pourrait faire un truc pour moi, parce que c'est des anniversaires qu'ils font en classe avec les enfants. Et l'année dernière, la maîtresse faisait que des recettes sans lait toute l'année pour lui. Mais c'est pas mal en soi aussi génial. Pour découvrir génial. En fait ça ne serait-ce que pour informer les autres enfants. Et là, cette année, du coup, je lui ai dit à la maîtresse qu'il était un peu peiné. Et du coup, les fois d'après, elle me demande et on adapte, quoi. Donc, la dernière fois, ils ont fait des pizzas en classe. Donc, j'ai amené moi les ingrédients pour sa pizza à lui, mais qu'ils ont mangé tous ensemble. Et du coup, ça a passé très bien, quoi. Il n'y avait pas de mozzarella? Non, mais par contre, tu vois, il y a eu du chorizo qui a été mis sur la pizza et on a un doute sur les réactions qu'ils ont eu le lendemain. Il a eu de l'eczéma autour de la bouche et en fait, des fois, dans les saucissons de chorizo et tout, il y a du lait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, je savais pas. Exactement. En gros, il faut lire les étiquettes. C'est quand même, en fait, ça dépend comment c'est fait. Et... C'est la base, mais en fait, c'est pas évident dans la tête des gens. Et en plus, comme c'est pas des allergies, justement, comme tu dis, qui sont graves, tu vois, où on a un symptôme très grave, les gens, des fois, minimisent. Oui, bon, c'est pas grave. Bon, il aura un petit peu la diarrhée, c'est pas grave, tu vois. Bon. Donc, il y a un peu ça. De moins en moins, je trouve quand même, on avance. Et j'ai l'impression que la population est un peu plus... fait un peu plus attention parce qu'ils sont plus informés. Mais il y a vraiment eu des fois au début où je voyais que c'était de la négligence dans les restos, ils s'en foutaient. Vraiment, quoi. Ça, c'est... Ils faisaient pas attention. Maintenant, c'est quand même un peu comme l'histoire de... comme le gluten, en fait. Maintenant, en fait, le sans gluten, il y en a quand même beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes intolérantes au gluten. Et dans les supermarchés, et même au restaurant, les gens font attention. Donc, je pense que le lait de vache, ça va arriver. Enfin, c'est une question d'information. C'est vrai que l'allergie aux protéines de lait de vache, c'est quelque chose qui est... toi, tu dis, il avait 7 ans, c'était pas très connu. Mais en fait, ce qui est quand même trop drôle, c'est que moi, j'avais une allergie petite. Et en fait, j'ai 34 ans. Et donc, dès ma naissance, donc il y a quand même 34 ans, genre, j'ai été mise sans PLV. Donc, en fait, c'est juste que les populations, en tout cas, on n'est pas informés. En gros, en médecine, c'est vrai que pendant la pédiatrie, on est plutôt informés sur... Il y a du reflux. C'était plutôt à l'époque, mais il y a du reflux, on traite. Et aujourd'hui, c'est... on cherche la cause. La PLV... c'est en fait l'hypothèse numéro 1 devant plein, avec tous les signes, les drapeaux rouges qui vont dire que c'est pas un reçu entre guillemets que physiologique. Et donc maintenant, en fait, c'est de plus en plus dans la tête des médecins, des pédiatres ou des médecins généralistes. Mais c'est vrai que c'est pas du tout appris comme ça. Pendant l'internat, heureusement, je pense que ça va changer. Mais, et du coup, je pense que c'est pour ça, même si ça existe depuis des années, en fait, si on tombe sur un médecin qui n'est pas alerte là-dessus, parce qu'il n'y avait pas autant de webinaires, il n'y avait pas autant de formations, il n'y avait pas tous les réseaux, etc., forcément, on perd du temps dans le diagnostic. Et du coup, c'est pour ça que j'ai une autre question pour toi. Et toi, tout ce parcours-là, tu l'as vécu comment, toi, en tant que maman? Alors, clairement, les 4 premiers mois de mon premier bébé, j'ai l'impression qu'on me les a volés, en fait. Et je l'ai encore en travers, tu vois. Je sais aujourd'hui... T'as pris du recul, mais... J'ai pris du recul. Je vois que ça arrive à beaucoup de parents. Donc, tu vois, je sais que je suis pas seule, tout ça. Mais vraiment, en fait, j'en veux à la pédiatre qui nous suivait à l'époque et qui m'a pas... écoutée. C'était une jeune pédiatre. Elle m'a pas écoutée. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, alors, peut-être qu'elle savait pas réellement, hein, tu vois. Mais en tout cas, clairement, il manquait quelque chose à ce niveau-là. Et j'étais vraiment toute seule avec un enfant qui n'était pas bien. Et puis, clairement, ça l'a gêné pendant des années. Il n'était pas bien pour aller aux toilettes et tout parce qu'il avait un transit vraiment accéléré. Et genre, peut-être jusqu'à 6 ans, il n'allait pas aux toilettes à l'école, quoi.
Ah oui. Donc, tu vois, ça a quand même un impact sur la vie. Et puis, l'Inexium, je pense aussi, a joué. Mais au niveau du microbiote, il avait un microbiote pourri. On le voyait, il a été malade à répétition. Pendant ces 3 premières années, on était tous les week-ends chez le médecin. Quoi. Bah, c'est sûr, parce qu'avec de la diarrhée, un transit accéléré, oui, on avait en fait, transit pourri, de l'Inexium, on avait des antibiotiques toutes les semaines. Enfin, en gros, c'était vraiment pas cool, quoi. Donc, ça a quand même un impact, oui. Et aujourd'hui, tu lui fais des cures de probiotiques, justement ? Alors, aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup mieux. Là, il y a vraiment eu un cap aussi 7 ans. Sûrement parce qu'à force d'avoir une alimentation variée, aussi ça reconstruit. Mais oui, on a fait des cures de probiotiques peut-être 2 fois par an, on le faisait. Puis à chaque antibio, on faisait. Ah oui, 50. Mais ça, c'est les recos maintenant, de donner des levures ou des probiotiques pendant les antibiotiques pour. Ça, on l'a toujours fait, mais bon, même comme ça, on voyait que ça n'allait pas. Et pareil, tu vois, pour moi, c'était presque normal parce que j'avais pas d'autres enfants. Mais quand j'ai vu son frère, j'ai compris qu'en fait, non, c'était pas normal. Ouais. Ben oui. Et du coup, la place du papa dans tout ça, il a vécu ça un peu plus à distance, en fait. Tu as eu l'impression qu'au début... Oui, pour le premier, oui. En fait, les 4 premiers mois, il travaillait beaucoup. Et donc, en fait, j'ai géré. Il me faisait confiance, en fait. Donc, il m'accompagnait quand il était là et tout. Mais c'était pas... Enfin, c'est moi qui décidais de changement de lait, de trucs, de machin. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait petit à petit. Mais forcément, lui, il était un peu en retrait. Après, non. Par contre, aujourd'hui, comme il est aussi allergique, pour le coup, et qu'il l'a découvert comme ça, là, aujourd'hui, il est aussi impliqué. Il fait attention, il regarde les étiquettes comme moi, quoi. D'accord. Et du coup, donc, tout ça, donc là, maintenant, aujourd'hui, tu as pris du recul, même plus que ça, parce que tu as créé une plateforme, Amstouille. À cause de ça. Grâce à ça, tu aides des milliers de familles, on va dire, aujourd'hui. Donc, raconte-moi un peu Amstouille, comment c'est venu et qu'est-ce que tu fais exactement au quotidien pour aider toutes ces familles, en fait. Ouais. Alors, en fait, quand j'ai commencé à chercher sur PubMed pour mon propre enfant qui avait 3-4 mois, des solutions, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'infos. Et j'ai regardé aussi sur Internet. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout et n'importe quoi sur Internet. Et je me suis rendu compte, notamment sur les réseaux sociaux, à l'époque, on était beaucoup sur les groupes Facebook. Donc, il y avait le groupe RGO, le groupe APLV et tout ça. Je me rendais compte qu'en fait, tous les gens avaient des infos différentes des différents médecins qu'ils voyaient, qu'il y avait des infos différentes sur les différents sites Internet, tout ça. Et que tout le monde était dans la même galère quand il y avait une problématique de ce type-là, reflux, tout ça. Donc, au début, je me suis dit... puis moi, dans ma tête, je venais d'avoir un enfant. J'avais aussi envie de changer ma manière de travailler parce que j'étais en bureau sur des plages horaires assez longues. Et tu vois, poser mon bébé à la crèche pas bien, en sachant pas si il va être nourri correctement toute la journée, etc., parce qu'il y avait une difficulté. Et aller travailler, c'était hyper compliqué pour moi. Donc, je me suis un peu toutes ces remis en question. Je me suis dit que j'avais envie de changer de boulot et de faire un truc où j'étais plus disponible pour mes enfants. J'avais aussi envie d'avoir un deuxième enfant. Donc, je me suis dit, je vais changer de travail. Il faut que je crée quelque chose. Et donc, au début, en fait, je tâtonnais. Et je me suis dit, je vais créer un blog avec toutes les infos sourcées que je vais trouver sur PubMed et autres. Et vraiment, pour aider les parents, dans ce cas-là, tu cherches telle piste, etc. Ce que ne faisaient pas forcément tous les médecins à l'époque. En faisant ça, en fait, j'ai demandé beaucoup d'avis, de témoignages. Et en fait, je suis tombée sur 2 diététiciennes qui passaient leur journée sur Facebook à répondre gratuitement à tous les gens. Donc, rapidement, j'ai échangé avec elles et elles me disaient que, en fait, elles travaillaient pour l'adulte, mais qu'elles voulaient vraiment travailler pour le bébé. Elles étaient passionnées d'allaitement, d'alimentation pour les bébés, tout ça. La DME qui était beaucoup à la mode, on va dire, à ce moment-là. Et elles faisaient des consultations d'adultes. Que d'adultes. Voilà, plus au temps libre, les réseaux, en fait. Exactement, parce qu'elles étaient jeunes mamans, parce qu'une d'entre elles, au moins, avait galéré aussi avec une APLV, notamment, un reflux, tout ça. Et en fait, elles me disaient qu'elles aimeraient beaucoup travailler dans l'alimentation des bébés, sauf que ça ne se faisait pas trop à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de consultation pour ça. Et d'ailleurs, les médecins n'orientaient jamais vers une nutritionniste pour une problématique de ce genre-là. Ouais, c'est sûr. Et donc, en fait, je me suis dit à ce moment-là, OK, un blog, c'est chouette, mais peut-être qu'en fait, on pourrait vraiment créer un système avec un vrai accompagnement où il y a des vraies personnes formées sur le sujet. Et donc, en fait, elles se sont formées de leur côté. Je me suis formée plus ou moins en autonomie de mon côté. On a partagé nos connaissances et on a créé un outil plus complet, donc une plateforme globale avec le blog qui était prévu à la base, mais aussi un accompagnement avec une visio au départ et puis un suivi d'1 an avec une des diététiciennes. En chat. En chat, en fait. Donc, et puis, il y a plein d'outils sur la plateforme avec, du coup, une méthode de diversification, des menus, des recettes, tout ça. Et donc, le concept, c'était ça. Et puis, en fait, à ce moment-là, on a été confinés, je crois. Donc, on 2020, s'est dit... du coup, ouais. On s'est dit... moi, j'ai accouché de mon deuxième enfant. Et du coup, en fait, j'ai créé la plateforme pendant ma grossesse du second. Et puis, au début,
début, l'idée, c'était de rester dans mon job et de faire ça à côté. Et puis, en fait, j'ai rapidement vu que ça n'allait pas le faire. Possible. Parce que ça a décollé, qu'en fait, à 2, elles n'arrivaient pas à répondre à toutes les demandes. Et du coup, on a trouvé une 3e, puis une 4e, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai lâché ma société. Et puis, je me suis mis à plein temps, du coup, sur l'activité. Et voilà. Et on a avancé comme ça, petit à petit. Très rapidement, on a compris aussi que leurs prestations pouvaient être remboursées par les mutuelles, puisque les diététiciennes ne sont pas remboursées par la Sécu, mais par les mutuelles, une majorité de mutuelles. Et donc, on a créé un business model comme ça, qui s'adaptait bien pour que les gens aient le moins de coûts possible pour l'accompagnement. Et voilà, et petit à petit, l'activité est montée comme ça, quoi. Et du coup, donc, tu proposes aussi donc, un accompagnement en chat avec des diètes plus des visios, aussi un espèce de stage 0-6 mois, sommeil... allaitement et alimentation. Oui, donc allaitement, donc au sein ou au biberon, et en fait au lait infantile, au biberon du coup. En gros, toute la nutrition du bébé. Voilà, en fait au début on a commencé sur l'accompagnement de diversification alimentaire, mais du coup on recevait beaucoup de familles qui arrivaient aux 4 mois du bébé avec les mêmes problèmes que j'avais eu moi. Donc c'est-à-dire avec des bébés qui n'étaient pas du tout stabilisés sur leur lait, qui buvaient pas bien leur lait, qui avaient des problèmes de poids déjà avant même de démarrer l'alimentation. Donc en fait on passait beaucoup de temps à traiter ça. Et finalement, on n'avait pas de temps pour traiter le reste en consultation, donc les aliments, tout ça. Et donc, rapidement, les filles m'ont dit, en fait, on fait majoritairement que de ça. Donc, après, on a dit, on va créer un stage en amont pour les parents, en fait, dès la grossesse, pour qu'ils puissent s'informer et que dès qu'il y a des symptômes à la naissance, ils puissent agir correctement. Et donc, là, pareil, être aidés dès le départ. Et donc, là, pareil, le sommeil est très lié à l'alimentation, surtout quand tu as un bébé qui a mal, le bébé ne dort pas. Donc, ça, on voyait beaucoup ça. Donc, je me suis associée avec une consultante en sommeil et avec une consultante en lactation qui est aussi sage-femme pour la partie vraiment allaitement puisque c'était pas mon domaine à la base. Et du coup en fait pareil, donc c'est un stage, les parents ils ont des capsules vidéo de conseils, mais après il y a des permanences où on a des vrais gens en face pour discuter, parce que la théorie c'est joli, mais des fois après il faut échanger. Du coup tu as changé le lait, ça donne quoi? Donc oui, on continue dans cette voie-là, et des fois on voit bien les familles sont perdues en fait parce que c'est difficile en fait quand tu dors pas beaucoup, quand tu as un bébé qui va mal, et puis tu as les avis des uns et des autres autour, donc c'est difficile d'avoir une ligne et de la suivre. Donc effectivement on a maintenant ça, et puis on fait aussi les plus grands maintenant, les 1-6 ans. Ah oui, puisque tous les gens qui avaient fini après la première année en fait d'accompagnement, les gens disaient maintenant on fait quoi? Donc on a dit on va créer la suite. Donc voilà, aujourd'hui on accompagne de 0 à 6 ans les familles, quelles que soient les difficultés, et même celles qui n'ont pas de difficultés particulières pour une bonne alimentation, quoi. Oui, et oui, c'est vrai que les recettes elles sont saines, sans sucre ajouté, elles sont vraiment très bonnes et très sympas à faire aussi avec les enfants. Et c'est vrai que du coup, je ne sais pas si c'est un scoop pour les gens, mais en pédiatrie, on n'est pas formé à l'allaitement, par exemple. Donc, du coup, c'est vrai que, moi, je sais que je me forme toute seule. Et puis, quand on est maman, et j'ai allaité aussi, donc on fait un peu une auto-formation. J'ai lu des bouquins très intéressants et j'ai suivi d'ailleurs justement les permanences. Et ça, c'est très intéressant aussi de changer avec d'autres parents et d'écouter les histoires et d'avoir un vrai conseil. Et c'est vrai que déjà en consultation en pédiatrie, moi, je fais des grandes consultes de 30 à 45 minutes, et même là-dedans, parfois, c'est très compliqué de faire toute la prévention et de aussi se poser. Et en fait, le problème, il y a les médecins sont pas formés. Alors, les MedG, encore moins que les pédiatres. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment malheureux, mais on a 0 formation allaitement. Et surtout, après, en fait, on n'a pas tout ce... S'il y a des problèmes sur l'alimentation, on ne peut pas avoir un chat quotidien. Y a pas un suivi régulier, on ne peut pas faire un suivi, on ne peut pas facile, répondre à tous les patients qu'on suit par texto sur... il a mangé ça, il n'a pas mangé ça. Donc, nous, sur tout ce qui est médical, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des plateformes qui permettent de substituer en fait, à ce que le médecin, entre soit sa connaissance qui est parfois partielle, soit sur son temps, parce que ce n'est pas possible, d'aider les parents qui sont confrontés beaucoup de physiologie, mais qui est quand même important de gérer. Et du coup, tu as aussi écrit 2 livres. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, du coup, j'ai été contactée par Atier il y a un moment maintenant, en 2022, je crois. Ouais, c'est long. Hein. Et du coup, on m'avait proposé d'écrire un livre sous forme de questions-réponses, les différentes questions qui revenaient le plus. Très facile parce qu'en fait, j'anime un atelier gratuit toutes les semaines via Instagram, mais sur Zoom. Et en fait, les questions, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Voilà. Donc, du coup, ça a été facile de mettre à plat tout ça et du coup, de faire des réponses détaillées.
Et après, du coup, on m'a demandé si je voulais écrire un livre sur l'allaitement. Donc, c'est un livre qui est là aussi. Donc, je ne voulais pas faire un livre sur l'allaitement, théorie de l'allaitement, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et surtout, ce n'est pas mon métier à la base, puisqu'il y a vraiment des gens dont c'est le métier, notamment les consultantes IBCLC. Donc, j'ai laissé ma collègue, justement, Virginie, IBCLC, faire la partie théorique. Et moi, j'ai écrit autour de ça, parce que j'ai aussi une expérience de tir-allaitement. Par choix pour mon second enfant. Et du coup, je voulais écrire un livre sur l'allaitement, mais plutôt les bienfaits ou non, tout le monde les connaît, mais pourquoi est-ce qu'on allaite, pourquoi est-ce qu'on n'allaite pas, pourquoi est-ce qu'on peut avoir le choix d'allaiter différemment de ce qui se fait dans la norme classique vraiment de tous les jours, et vraiment expliquer aux mamans qu'on peut allaiter de différentes manières et qu'on peut allaiter 2 jours comme on peut allaiter 1 an, 2 ans, 3 ans, et que il n'y a pas de règles. Le tout, c'est que l'enfant ait ce qu'il faut au niveau nutritionnel et que tout le monde soit content, je dirais, sur le projet, sur le projet, et que ça se passe bien, et aussi qu'on peut faire évoluer le projet en fonction de ce qui se passe au quotidien, parce que ça peut changer dans la tête des mamans. Chez les bébés aussi, il peut y avoir pas mal de changements. Et du coup, j'ai aussi intégré pas mal de témoignages dans le bouquin, dont le tien. C'est vrai. Pour aussi donner une réelle vision de ce que c'est que l'allaitement, et pas que le joli qu'on voit aussi des fois. C'est vrai, entre la réalité et la pratique, et puis entre les idées un peu reçues. Enfin, moi, par exemple, pour ma deuxième fille, je m'étais dit, c'est sûr, comme j'ai déjà un enfant, genre avec le taf, etc., je vais faire directement mix. Vraiment, je me dis, je vais faire au moins la tétée d'accueil. Mais après, ça va être direct mix. Il y aura directement un biberon, sans PLV ou pas, c'était la question, mais directement. Et en fait, l'allaitement, et c'est tellement bien passé tout de suite, mais ça a été une évidence. Et je me dis, c'est ouf, comme ça peut être le contraire aussi. En fait, me dire, pour les gens, ça va être une évidence, ils vont allaiter. Et en fait, pour quelle que soit la raison, ça se passe pas bien. Ils veulent plus, ou ils peuvent plus, ou le bébé ne prend pas bien, ou il y a un frein, ou enfin vraiment tu peux avoir du stress qui arrive pour quelconque 1000 raison. raisons. Il y a des césariennes qui font aussi que ça peut perturber après même psychologiquement, etc. Enfin vraiment il y a 1000 raisons, et c'est vrai qu'entre ce qu'on se dit et ce qui se passe en vrai, finalement j'ai allaité 11 mois en introduisant des biberons à 5 mois à peu près, parce qu'elle voulait pas avant, mais comme quoi en fait entre les idées reçues et ce qu'on vit, et puis entre un enfant. Enfin, moi, entre ma première et ma deuxième, c'était 2 allaitements opposés. C'est pour ça que j'ai voulu témoigner, pour dire, en fait, ça peut être vraiment du tout au tout, et ça peut être le contraire. Ça se passe très, très bien, et puis le deuxième, ça peut mal se passer, et c'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser. Donc, c'est quand même hyper important, ces témoignages. Du coup, j'avais une dernière question pour toi, Julie. Pour toi, quel mot ou expression est cher à toi et définit au mieux la parentalité ? Alors, un mot, je sais pas, j'ai pas un mot en particulier, mais ce que je dirais, c'est que en tant que maman, en tout cas, je ne parlerai pas pour les papas, je ne suis pas à leur place, mais en tant que maman, on a une espèce d'intuition maternelle, et je pense qu'il faut la suivre, parce que je remarque au quotidien, dans ma vie de maman, mais aussi au niveau professionnel, quand les mamans ont une idée, quand elles savent que quelque chose ne va pas chez leur bébé, en général, elles ont toujours raison, et c'est toujours là qu'il faut aller. Et du coup, si elles n'y vont pas parce qu'on leur dit non, c'est pas le cas, c'est dommage, parce qu'en général, elles savent au fond. Voilà. Et du coup, est-ce que tu aurais soit un dernier conseil ou un petit peu une petite phrase, et pourquoi tu voulais témoigner en fait aujourd'hui pour le podcast ? Ouais, ça va avec. Je dirais que en fait, c'est pas parce qu'on a vu un professionnel qui ne voit pas ou qui n'écoute pas en fait ce qu'on lui demande, ce qu'on lui dit, qu'il faut s'arrêter là. Et je pense qu'il faut vraiment se faire confiance en tant que parent, et continuer à chercher tant qu'on n'est pas satisfait du suivi de son bébé. Il ne faut pas hésiter, parce que je le vois aujourd'hui, même au niveau professionnel, parfois c'est pas juste un manque de volonté ou de compétence du professionnel qui est consulté, c'est juste que parfois on ne voit pas la problématique avec notre œil de ce jour-là et avec l'enfant qu'on a en face de nous. Donc c'est vraiment important parfois de voir 3-4 professionnels avant de trouver la personne qui va mettre le doigt sur ce qui va pas avec notre enfant. Pour d'autres avis. Ouais. Et ok, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous trouverez comme toujours tous les liens utiles en description. Et si cet épisode vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles, à vous abonner et à partager sur les réseaux, notamment sur le compte d'Octochou. C'est ce qui aide à faire le plus connaître Pediatime. On se retrouve donc un jour pour un nouvel épisode, un témoignage fort ou la parole d'un expert engagé. À très vite!